Voici l'histoire d'une île française où aucun Français jamais n'a vécu. Une île où sont nés et morts des Mexicains. Un atoll revendiqué par un empereur, sur lequel Porfirio Díaz fit construire un phare et dont Franklin Roosevelt ordonna l'invasion. Un lieu où le gardien de phare se proclama roi et dont la possession engendra une querelle entre le Mexique et la France, qui ne fut résolue que 22 ans plus tard. Ce film rappelle les origines de la dispute et expose les étapes qui ont fait perdre au Mexique cette île oubliée. Située en plein Pacifique, à 1200 km au sud-est d'Acapulco, Clipperton était découverte par l'explorateur espagnol Álvaro de Saavedra en 1527. Au cours des ans, elle était repérée par de nombreux marins qui lui donnaient différents noms, en particulier celui de Isla de la Pasión ou Médanos. En 1576, les galions espagnols traçaient la route commerciale entre Acapulco et Manille, et l'île devenait le repère de la navigation vers l'ouest. Attirés par ces riches galions, pirates et flibustiers s'aventuraient dans le Pacifique. En 1705, un d'entre eux, John Clipperton, un capitaine anglais qui naviguait sous le pavillon du Sanglier Rouge, redécouvrait l'île et lui donnait son nom, Clipperton, un nom sans éclat pour un point minuscule perdu sur une carte. Possession française, revendiquée par le Mexique, baptisée par un pirate anglais, Clipperton est un atoll de corail, lointain et inhabité. Une plage de 50 à 400 mètres de large, qui ferme un lagon en un cercle de 11 kilomètres. Il n'y a pas d'eau douce, peu de végétation, et l'île est entourée de récifs coralliens dangereux. Elle est aussi située sur la ligne des grands ouragans du Pacifique, qui la balaient plusieurs fois par an. Si peu hospitalière qu'elle fût, l'île devint pourtant un objet de convoitise et de disputes entre grandes nations et hommes illustres. Moins elle rapportait, plus on la désirait. Dominant la platitude de cet étrange atoll, le rocher Clipperton, 21 mètres de haut, restant usé d'un ancien volcan. Sombre et menaçant, il servait d'abri et de balise. Sur son sommet, il y a 100 ans, le Mexique construisait un phare, une flamme symbolique qui depuis fort longtemps s'est éteinte. Pendant des siècles, des hommes de tout pays grimpaient sur le rocher et ne voyaient autour d'eux que sable et mer. Ils ignoraient que sous leurs pieds était un véritable trésor. L'histoire oubliait Clipperton pendant 3 siècles. Personne ne souhaitait occuper cette île lointaine et désolée, indiquée sur les cartes comme un danger. Jusqu'au jour où, c'était vers 1850, des prospecteurs français et américains s'apercevaient que les oiseaux marins, appelés fous, couvaient une fortune, le guano, un phosphate produit par les excréments pétrifiés de ces oiseaux. Utilisé comme engrais, le guano était devenu une matière première de valeur. Or, elle couvrait les rochers et le sable de Clipperton. La fortune était là, tout au moins on le croyait. En 1858, un marchand du Havre sollicitait du gouvernement français l'octroi d'une licence d'exploitation du guano dans l'île inoccupée de Clipperton.
Subitement conscient de l'intérêt stratégique de l'île et de son potentiel économique, Napoléon III y dépêchait un officier de marine pour en demander officiellement l'attribution à la France. Ahora, entrando al tema de cómo tomaron posesión de ella, pues es francamente regocijante, porque resulta que un teniente de la Marina francesa se subió a un barco mercante, no a un barco de guerra francés, sino a un barco mercante, viajó con el barco y cuando llegaron a Clipperton, entonces sacó un papel, escribió que tomaba posesión como si estuviera en el siglo XV, en el descubrimiento de América, y tomó nota de que ahí había una isla. No bajó a la isla, nunca pudieron desembarcar en la isla, y mandó esa acta, la llevó a Hawái, que entonces era un reino todavía, era el reino de Hawái, pero un lugar tan remoto como el más remoto lugar que ahora se pueda imaginar. Por lo tanto, nadie se enteró de esa supuesta toma de posesión, ni Francia, bueno, en la opinión pública francesa jamás se enteró de eso. On s'interrogera longtemps sur la valeur juridique de cette annonce, publiée dans un journal obscur à la suite d'une déclaration faite du pont d'un navire marchand français. Deux ans plus tard, les Français, après des analyses, estimaient que le dépôt de guano ne valait pas qu'on l'exploite. Et comme tout le monde ignorait les prétentions de la France sur ce territoire, leur départ ouvrait la voie aux spéculateurs et promoteurs américains. La demande en engrais devenait forte. Les États-Unis promulguaient une loi, le Guano Island Act, qui les autorisait à extraire le guano sur toute île inoccupée ou n'appartenant à aucune nation étrangère. En 1893, un groupe de promoteurs de San Francisco, à l'affût d'investisseurs naïfs, estimait à 50 millions de dollars la valeur du gisement de guano de Clipperton. Ils réunissaient suffisamment de fonds pour financer une expédition et envoyer sur les lieux une petite équipe de mineurs. Les conditions étaient dures, l'affaire allait vite s'enliser. Le guano de Clipperton était de médiocre qualité, les cours en dents de scie et les finances de la compagnie de San Francisco limitées. Elle ne put longtemps ravitailler sur place ni rétribuer ses ouvriers. C'est à ce moment critique que John Arundel, entrepreneur anglais, débarquait à Clipperton animé par de grands desseins. Sous son inspiration, en 1897, la Pacific Island Company de Londres rachetait tous les droits d'exploitation de l'île aux Américains. Ce coup financier déclenchait une brouille internationale. Persuadée que Clipperton recelait des richesses énormes, la presse américaine se déchaînait contre les Britanniques, les accusant de vouloir déposséder les États-Unis d'une île qui valait une fortune. Le gouvernement américain, toutefois, n'intervenait pas. Yo creo que se les pasó. De tantos asuntos que tenían, el asunto era tan pequeño probablemente para ellos que el Departamento de Estado nunca puso demasiada atención en el asunto. En revanche, les Français dépêchèrent le croiseur Duguay-Trouin à Clipperton afin d'informer les Britanniques, les Américains et les Mexicains de leur souveraineté sur l'île. Porfirio Díaz, le président mexicain, repoussait la revendication française, stipulant que Clipperton, île espagnole, avait été acquise par le Mexique lors de son indépendance en 1821. Dans le même temps, à l'hôtel Sens de Mexico, Ignacio Mariscal, ministre mexicain des Affaires étrangères, passait un accord avec Lord Stanmore, président de la Pacific Island Company, qui donnait aux Anglais, pour 20 ans, la licence d'exploitation du guano de Clipperton. Sitôt le marché conclu, Porfirio Díaz faisait le nécessaire pour protéger les droits du Mexique sur l'île. En 1906, il y envoyait une escouade et faisait bâtir un phare. Une gigantesque lampe d'une puissance de 10 000 bougies était installée au sommet du rocher. Comptant sur de gros bénéfices, la compagnie britannique construisait un quai, bâtissait une petite voie ferrée, installait de lourds équipements de broyage et faisait venir des ouvriers de San Francisco. La plupart immigrés italiens, japonais ou autres nationalités. L'île comptait bientôt une centaine de travailleurs.
Le gouvernement français continuait à revendiquer la possession de l'île. Porfirio Díaz acceptait alors que la résolution du conflit soit soumise à la décision du roi d'Italie. Tout le monde alors pensait que les Mexicains auraient gain de cause. Clipperton avait toujours été considéré comme appartenant à l'ancien empire espagnol. La question reste aujourd'hui posée. Pourquoi Porfirio Díaz, qui avait fait occuper l'île, a-t-il accepté un tel arbitrage? En 1910 se viene la revolución y está ya cayéndose el régimen. Estaba a semanas de irse en mayo de 1911 Porfirio Díaz fuera del país, cuando entonces decide hacer el canje de ratificaciones que amarraba y comprometía no a su gobierno, sino al país en su conjunto con los resultados del arbitraje. Y claro, Porfirio Díaz va como exiliado, ¿a dónde? A Francia. Puede pensarse que Limantour, sobre todo, que era un personaje sumamente influyente y poderoso cerca de Porfirio Díaz, su secretario de Hacienda, puede pensarse que Limantour le haya recomendado arreglar ese asunto que estaba pendiente con Francia, porque ya se iba a ir él, Porfirio Díaz, exiliado a Francia precisamente, donde tuvo, por cierto, todas las consideraciones que yo digo se merecía en relación con este asunto de Clipperton. Fue una conducta patriota y fue una conducta correcta, pero digamos que al cuarto para las 12, como decimos, le flaqueó la mano y puso en duda, puso en riesgo la soberanía de México sobre la isla y finalmente se perdió. Lors de l'occupation de Clipperton, c'est avec un très grand soin que l'armée mexicaine avait choisi son commandant, un capitaine ambitieux, Ramón de Arno, âgé de 29 ans, originaire de Orizaba, parlant français et anglais. Arno avait fait ses preuves au Yucatan comme soldat. Il avait aussi été chargé d'une mission secrète au Japon. Il était l'homme de la situation et on l'envoyait à Clipperton avec le titre ronflant de commandante. En 1908, il retournait à Orizaba, faisait la cour à une belle compatriote, Alicia Rovira, et l'épousait un 24 juillet. La réception se faisait au Grand Hôtel de France et présageait un conte de fées. Un galant capitaine, une belle et jeune compagne, un poste romantique dans une île du Pacifique, où Alicia serait l'épouse du gouverneur. Alicia arrivait sur l'île avec des malles remplis de riches habits, de bijoux précieux et un phonographe. Vaillamment, elle prenait sa place au milieu de cette communauté de soldats, de mineurs, de femmes et d'enfants. Ses rêves n'allaient pas durer longtemps. 2 ans à peine après l'arrivée d'Alicia, la Pacific Island Company cessait toute exploitation de l'île et, faute de trouver acquéreur, pendant des années stockait son mauvais guano. Les cours s'effondraient. En 1910, la compagnie décidait d'arrêter là ses pertes et abandonner l'île, laissant derrière elle d'énormes tas de guano de qualité inférieure et une masse d'équipements miniers usés. Pour le commandant Arno, le problème était majeur. Avec le départ des Britanniques, cessait l'approvisionnement de l'île, qui venait de San Francisco. Il se rendait au Mexique. Là, il tombait en pleine révolution et se trouvait paralysé dans la capitale pendant que les révolutionnaires bombardaient le palais national. Militaire de profession, Arno était dans une position délicate. Après l'assassinat du président Madero, il entra en contact avec le nouveau gouvernement de Victoriano Huerta et parvenait à un arrangement. Des vivres lui seraient expédiés à partir du port d'Acapulco.
Il avait eu gain de cause, mais désormais, il était identifié comme un homme de Huerta. Le capitaine Arnaud retournait à Clipperton. Mais 6 semaines plus tard, le bateau de ravitaillement, le Tampico, était capturé par d'autres forces révolutionnaires dans le port de Topolobampo. Il prenait la mer et, au cours du seul engagement naval de la Révolution, était coulé au large de Mazatlan par le croiseur Vicente Guerrero, un croiseur de Huerta. Clipperton était à court de vivres. En recevoir devenait urgent. Bien entendu, la garnison ignorait que le bateau de ravitaillement gisait au fond de l'océan, comme elle ignorait que la Première Guerre mondiale venait d'éclater en Europe. Le 28 février 1914, un schooner américain, le Nokomis, s'empalait sur les récifs de Clipperton. Sans attendre l'arrivée annoncée d'un ravitailleur mexicain, 3 membres d'équipage ramaient jusqu'à Acapulco, soit plus de 1200 km, un extraordinaire exploit. Bien mal récompensé, personne n'était disposé à aider la garnison huertista de Clipperton. Heureusement, la Navy américaine, avertie du naufrage du Nokomis, dépêchait un croiseur au secours des survivants. L'USS Cleveland arrivait à Clipperton 3 jours plus tard. Il embarquait les 19 survivants du Nokomis et proposait de ramener la garnison mexicaine à Acapulco. Le capitaine Arnaud prenait une décision funeste et refusait de quitter l'île sans ordre officiel du Mexique. Pourquoi le capitaine Arnaud ne laissa pas partir les femmes et les enfants demeure un mystère. Il avait des vivres pour 5 mois. Il crut de son devoir de rester sur place. Quand l'USS Cleveland s'éloigna, il laissait derrière lui 14 hommes, 6 femmes et 6 enfants. Ils ne virent d'autres bateaux avant plus de 3 ans. Le refus du capitaine Arnaud d'abandonner son poste allait sonner le glas de la garnison. 3 ans de famine, de mort et de meurtre. Après 5 mois, la garnison ne dépendait plus que des poissons, des oiseaux de mer et des œufs. Il y avait à peine de quoi subsister. L'état de santé général devint vite un problème. À l'époque, l'île ne comptait que 6 cocotiers, qui ne produisaient au total que 3 noix de coco par semaine. Les 26 personnes de la communauté étaient rapidement victimes de carences en vitamine C. En 1 an, la population était partiellement décimée, morte du scorbut ou de malnutrition. 15 personnes étaient inhumées dans le sable fin à l'extrémité sud du lagon. L'espoir de l'arrivée d'un navire sauveteur venant du Mexique s'éteignait. Comme on réservait les noix de coco aux femmes et aux enfants, les hommes, y compris le capitaine Arnaud, affaiblis, se mettaient à délirer. Sans des vivres rapidement, ils se savaient tous condamnés. Un jour de septembre, 15 mois après le départ de l'USS Cleveland, quelqu'un pousse un cri. « Un bateau, un bateau !» C'est le capitaine Arnaud qui a cru voir un navire. Il s'élance sur la plage, ordonne à ses hommes, sauf aux gardiens de phare, de lancer une barque et d'aller à la rencontre du bateau qu'il a aperçu. Les hommes se précipitent, rament. La frêle embarcation est retournée par le sérac. D'après les récits, tous se noient ou sont dévorés par les requins. Le capitaine Arnaud est mort à son poste, délaissé et oublié par les autorités gouvernementales mexicaines. Après la mort du capitaine et des soldats, il ne reste sur l'île plus qu'un seul homme, Victoriano Alvarez, le gardien du phare. Il a sa hutte au pied du rocher, il est le maître de l'île et se proclame roi de Clipperton. Il choisit une jeune fille de 15 ans pour partager son trône et sa couche. Comme la mère refuse son consentement, il les tue toutes les deux.
Pendant 2 ans, Alvarez impose un régime de terreur et considère les femmes sa propriété, sauf la veuve du commandant. Il les contraint tour à tour à vivre sous sa hutte. Il bat les récalcitrantes et menace de les massacrer toutes si jamais un navire apparaît. Réduite au roi, à 3 femmes et 8 enfants, la tribu parvient à subsister sur les maigres ressources de l'île. Il n'y a plus de morts par scorbut, mais la vie des femmes est un enfer. Alvarez est cupide. Il contraint la veuve d'Arnaud à vivre avec lui dans sa hutte au pied du rocher. Depuis des mois, la révolte des femmes gronde. Elles ont déjà songé à tuer Alvarez. Quand ce dernier s'empare de l'épouse du capitaine, elle décide d'agir. Le 18 juillet 1917 au matin, Alicia Arnaud se rend au rocher avec Ramon, son fils de 9 ans, et une femme nommée Tirza Rendon. C'est un complot. Alvarez est en train de faire rôtir un oiseau en dehors de la hutte. Il les convie à entrer chez lui. Tirza y a déjà caché un marteau. Au signal donné par Madame Arnaud, elle se précipite pour lui fracasser le crâne. Le petit Ramon saisit le fusil posé près de la porte et l'emporte au galop. Tirza frappe, puis prend un couteau et lacère le visage d'Alvarez. Ramon, l'enfant, revient. On lui dit d'aller chercher de l'essence pour brûler le corps. Il part en courant vers le village et s'arrête net. Un bateau s'approche de l'atoll. Et ce n'est pas un mirage. C'est le croiseur américain Yorkton qui patrouille dans les eaux de l'île à la recherche de sous-marins allemands. Femmes et enfants courent sur la plage, font de grands signes. Les Américains les aperçoivent, envoient une chaloupe et les ramènent à bord avec leurs misérables baluchons. Entre-temps, toutefois, le lieutenant Kerr, second officier du navire, part inspecter le phare. Il voit la hutte, entre et découvre le cadavre, frais, du gardien, défiguré par les coups de poignard et que les crabes commencent à dévorer. Il retourne au navire. Confronté au témoignage du lieutenant Kerr, les femmes reviennent sur leur première affirmation « L'homme n'est pas mort du scorbut ». Elles avouent le meurtre et racontent d'un trait leur tragique histoire. Le capitaine Péril est touché par leur récit et décide de passer ce meurtre sous silence dans son rapport officiel. Ces femmes ont connu suffisamment de malheur. Lui et son équipage vont tout faire pour aider les survivants et les réconforter. 3 jours plus tard, le Yorkton arrive à Salina Cruz, où le père d'Alicia Arnaud attend à quai pour accueillir sa fille, ainsi que les autres femmes et enfants. Le maire de la ville organisera une réception le soir même en l'honneur des Américains qui avaient ramené au Mexique les survivants de Clipperton. Le capitaine Péril écrira une lettre à sa propre épouse pour lui raconter l'histoire. Jennifer Woolgate, son arrière-petite-fille, la lit. A letter written from my great-grandfather to my great-grandmother on Saturday, July 21st, 1917. Very soon after we anchored, the port boat came out with the British consul, the captain of the port, and Senor Rivera, the father of Senor de Arnaud. Several of the men broke down and cried like children when they saw the reunion of father and daughter. It was almost as if she had been returned to him from the grave. He had written letter after letter to the Mexican government inquiring as to her fate, and had always received the same reply, that all the colonists had perished. On the way out to the ship, Senor Rivera had told the consul that he had never so much regretted his inability to speak English as he had so much wanted to tell us in our own language how grateful he felt for us restoring his daughter to him. À son retour au Mexique, Madame Arnaud réclamera inlassablement justice pour elle-même et pour les autres victimes de la tragédie de Clipperton. Entonces la señora asume un liderazgo para defender los salarios de los soldados muertos y ayudar a las viudas que la acompañaron en este desastre. Y la Secretaría de la Defensa Nacional y el presidente de la República, que era Venustiano Carranza, no reconoce a estas viudas injustamente. Les dice, ustedes pertenecen a un ejército
con el que hemos luchado. Hay otro gobierno, hay un nuevo gobierno, una nueva república. Por tanto, ustedes son enemigas nuestras y les niegan la pensión. Por fortuna, conocen al general Urquizo y logran que él luche por ella, sea su representante, y a cambio le cuentan su historia. Y el general Urquizo se convierte en el primer cronista de esta historia. Es el primero que escribe una radionovela que después se transmite en las primeras estaciones de radio que hay en México. Es el primero que escribe artículos para contar la historia de estas mujeres. Les survivants de Clipperton firent des récits contradictoires et parfois rocambolesques de leur vie sur l'île. Un dira que le navire du capitaine Arnaud avait été détruit par une raie manta géante. D'autres que l'équipage s'était mutiné contre son capitaine. Au fil des années, une montagne de mythes et de légendes se créèrent autour de cette histoire, chacune plus absurde que la précédente. Indio Fernandez en fit un film dont la vedette était Pedro Armendáriz. Dans cette version, le héros s'opposait farouchement à la tentative d'invasion de l'île par la marine française. Lo tuyo y lo mío lo arreglamos después, cuando quieras. Ya te dije que después. Ahora vamos a ver cómo nos toca. Ametralladoras contra barcos de guerra. ¿Pero quién dijo miedo? Ramon, fils du capitaine Arnaud, était bien jeune à l'époque de ces événements. Toute sa vie, il répéta la version qu'il tenait de sa mère et fit tout pour sauver l'honneur de sa famille. Yo creo que lo que sucedió con estas versiones contradictorias de la viuda del capitán Arnaud respecto a cómo murió su esposo y cómo murió Victoriano, si murió de escorbuto o asesinado, si el marido murió por la mantarraya, que es la historia oficial de la familia que se contó por 70 años, yo creo que es comprensible. Hay que entender que estas mujeres desvalidas, sin hombre, sin esposo, sin riqueza, iban a enfrentarse a un juicio, iban a enfrentarse a un descrédito. La moral de ahora con la moral de entonces era completamente diferente. En France, on est loin de ces passions. La Première Guerre est sur le point d'être gagnée. Les Français se soucient peu de Clipperton, dont les dépôts de guano sont sans intérêt. L'île pourtant conserve à leurs yeux une valeur. Ils sont en train de construire le canal de Panama. Clipperton est une position stratégique. Ils veulent en conserver la souveraineté. Entre-temps, les Mexicains partis, l'île est restée inhabitée pendant un quart de siècle et la nature a repris son cours inexorable. Témoignages de marins, Clipperton autrefois pullulait d'oiseaux de mer, fous, sternes et pétrels. Mais vers la moitié du 19e siècle, quand les coraux coupaient le lagon de la mer, les crabes rouges se multipliaient par milliers, par millions. Et là où autrefois se trouvait une végétation habitée par des colonies d'oiseaux, régnaient les crabes rouges. Alors que les crabes avaient établi leur domination écologique sur l'île, les diplomates, eux, s'en disputaient la souveraineté. C'est alors qu'après un délai de 22 ans, de son palais du Quirinal à Rome, le roi d'Italie faisait connaître son arbitrage. Le 8 janvier 1931, Victor Emmanuel III accordait la propriété de l'île à la France qu'elle réclamait depuis 1858. Le Mexique n'avait pu prouver que l'île était un héritage de l'Empire espagnol. Pour les Mexicains, le jugement fut un choc. Néanmoins, après maintes consultations et débats houleux, le gouvernement acceptait le jugement du roi d'Italie et le considérait comme définitif. En 1932, l'arbitrage était ratifié par le Congrès mexicain avec amendement à la Constitution.
Quand le roi Emmanuel III avait reçu la charge de trancher le conflit, il était un homme de prestige et de renommée internationale. 22 ans plus tard, au moment où il se prononçait, il avait perdu son indépendance face au dictateur fasciste Benito Mussolini. Le Duce a-t-il influencé le roi dans sa décision? Un avocat français et un historien italien donnent leur opinion. Je ne pense pas que la sentence du roi d'Italie ait été inspirée fondamentalement par des motifs politiques, mais ça, c'est aux historiens qu'il faut le demander. Ceci dit, je crois personnellement que le droit, c'est toujours le droit du plus fort. Cioè, in questo momento Mussolini ha tutto l'interesse ad apparire amico della Francia e questo è probabilmente una plausibile ragione per la quale se ci fossero state delle pressioni sarebbero state in favore della Francia e certamente non in favore del Messico, che in questo momento non è certo, non è certo un paese di grande interesse per l'Italia. Pour en savoir plus sur l'influence de Mussolini, nous avons rencontré l'historien officiel du ministère des Affaires étrangères de Rome. Il ne partage pas l'opinion du professeur Fogo. No, io penso proprio di no, che non ci sia stata una diretta influenza di Mussolini in questa decisione. Non gli interessava nulla, non voleva né ottenere il favore della Francia facendogli un piacere così piccolo di fronte alle grosse questioni che c'erano. Quindi direi che c'è stata una riflessione, una decisione di carattere prevalentemente giuridico. D'altra parte noi non dobbiamo dimenticare, e lo dico come storico, che questo istituto dell'arbitrato non è che abbia dei gloriosi precedenti. È caduto nei tempi recenti ancor più in discredito perché ormai sappiamo bene che l'arbitro o il mediatore non fa altro che aggiungere la sua forza a quella del più forte. L'argument le plus important en faveur du Mexique était que, jusqu'à l'indépendance mexicaine, Clipperton était une possession espagnole. Les Mexicains en avaient fourni la preuve en présentant des cartes de l'époque. Au musée de la Marine à Madrid, nous avons consulté la cartographe en chef pour une opinion d'expert. Los españoles consideraron que este virreinato abarcaba a América del Norte también, por supuesto, aunque toda la parte de Sonora, de California y de la costa noroeste de América, toda esa parte se consideraba que era la extensión natural del virreinato de Nueva España. Y por supuesto se consideraba que toda la parte del Pacífico, de Acapulco, era también dominio español. Aquí nos encontramos en esta carta náutica la isla de Médanos, que probablemente es la isla que luego llamó este pirata inglés Clipperton, pero desde luego está nominada como Médanos, está en todas las cartas españolas de la época y no cabe duda, además tan cerca de la costa mexicana o de la costa de Nueva España, no cabe duda de que era española y fue siempre española. En rendant son jugement, le roi d'Italie avait affirmé que les cartes qui lui avaient été soumises ne prouvaient pas l'appartenance de Clipperton à l'Espagne. De nouvelles évidences semblent aujourd'hui prouver que si. Mais je ne pense pas qu'un fait nouveau puisse être invoqué 71 ans plus tard. Sur ce point, je suis assez catégorique et en tout cas, je sais que je n'aurais pas de difficulté à défendre le point de vue du gouvernement français si le problème se posait. Mais le problème ne peut pas se poser, parce que le Mexique n'accepte pas la juridiction de la CIJ, la France n'accepte plus la juridiction de la Cour internationale de justice. Una justicia demorada es una justicia denegada, decían los romanos. Una justicia que no es expedita no es justicia. En realidad, para cuando se emitió el fallo, habían cambiado tanto las circunstancias, había pasado la Revolución Mexicana, había pasado la Primera Guerra Mundial. Si vous voulez, comme professeur, je pense que c'est une sentence qui est bizarre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très motivée, elle est pas très motivée, mais elle est motivée comme le sont beaucoup de sentences de l'époque sur des problèmes
secondaire qui n'intéressait pas beaucoup les gens. Ceci dit, c'est une sentence qui n'est pas très bien motivée. Donc si aujourd'hui on me donnait cette sentence, et comme disait, vous pouvez la remettre en cause, je trouverais des raisons, notamment sur l'insuffisance de motivation et sur le fait que la présence française à Clipperton a quand même été d'évidence extrêmement faible. El título válido en el derecho internacional contemporáneo es la ocupación, y Francia obvia y manifiestamente nunca ocupó la isla. En cambio, en el caso mexicano, desde finales del siglo XIX hasta el segundo decenio del siglo XX, ocupó físicamente esa isla y por ende tiene mejores títulos que los que pueda reclamar Francia. L'arbitrage confirmait donc que Clipperton appartenait à la France, même si les Français ne l'avaient jamais occupé. Et ils ne le firent pas plus après la décision favorable. L'île resta abandonnée. Il n'y avait plus d'enfants, plus de soldats, ni personne pour allumer la lampe du phare au sommet du rocher. Jusqu'à ce qu'à nouveau tout change. La Deuxième Guerre mondiale venait d'éclater. La France et l'Angleterre étaient plus occupées à gérer leur survie qu'à se soucier d'un atoll appelé Clipperton. En revanche, quand les États-Unis entraient en guerre, l'île intéressa immédiatement le président américain. 2 fois, il s'était rendu dans l'île pour y pêcher, et à en juger par ses photos, avec beaucoup de succès. Roosevelt crut que Clipperton ferait une excellente base aérienne pour soutenir sa guerre du Pacifique et pour l'aviation civile à la fin des hostilités. Les Britanniques partageaient la même idée. Roosevelt, soucieux de s'assurer la coopération mexicaine, en parlait personnellement au président Avila Camacho lors de leur rencontre à Monterrey en 1943. Il affirmait que, d'après lui, l'île appartenait au Mexique et, puisque c'était la guerre, demandait à Camacho d'empêcher quiconque de débarquer sur l'île. 5 mois plus tard, Roosevelt envoyait l'amiral Byrd, célèbre du pôle Sud, en mission secrète à Clipperton. L'amiral prenait personnellement en charge l'opération et inspectait chaque mètre carré de l'île, du lagon au phare. Dans son rapport, il prévoyait la construction d'une base aérienne avec 3 pistes et l'aménagement d'un plan d'eau pour les hydravions. On ouvrirait à la dynamite un passage pour permettre aux ravitailleurs et aux pétroliers d'aller mouiller dans le lagon. Une tâche énorme, mais Byrd était convaincu qu'elle pouvait se faire en 3 ans. La note était salée, 22 millions de dollars de l'époque. L'amiral Byrd soumettait son rapport à la direction maritime de Washington. Personne n'y donnait jamais suite. Les Britanniques, en revanche, poursuivaient l'idée. Et l'année suivante, en 1944, Winston Churchill y envoyait une mission de reconnaissance conduite par Patrick Gordon Taylor, un vaillant aviateur australien. Les préparatifs se faisaient au lagon Coyuca, près d'Acapulco. Et après plusieurs retards, l'hydravion PBY décollait, droit vers le sud-ouest, en suivant l'ancienne route des Galions. Six heures plus tard, il amérissait dans le lagon de Clipperton avec son équipage. À peine arrivé, il devait faire face à des problèmes techniques et physiques, et avant d'avoir pu redécoller, était pris dans un gigantesque ouragan. Les vents en tempête et les rafales de pluie menaçaient de détruire leur fragile appareil. Un des aviateurs ramait jusqu'à l'hydravion, montait à bord et démarrait les 2 moteurs. Pendant 7 heures, il maintenait l'engin face au vent jusqu'à la fin de la tournade et sauvait le PBY. Quand le président Roosevelt apprenait la présence des Britanniques sur Clipperton, furieux, il ordonnait une inspection aérienne de l'île. Ces images ont été prises par un avion de reconnaissance parti du cuirassé Nevada. Dans le lagon, on pouvait voir un radeau et sur la plage des poteaux de but de football. Sans consulter les Français, Roosevelt ordonnait à la marine américaine d'occuper Clipperton, désigné sous le nom de code Île X.
Boyd Mason était un des marins du LST 563, volontaire de 19 ans, né à Soda Spring, dans l'Idaho. I was a quartermaster, and the day I knew that we was going to Clipperton, Carter, the radio man, got top secret orders, I guess through President Roosevelt. We was ordered to go out, depart from Port Hueneme, go out for 24 hours before we ever opened the secret papers where we were going. And after he'd done that, of course, we was heading for Clipperton Island. La marine américaine essaya de débarquer au sud-ouest de l'île, en vain. Elle essaya alors la pointe nord-est de l'île, pour s'empaler sur un récif et s'échouer lamentablement. We tried several times getting ourselves out with the cable and the anchor, and the cables snapped and got caught in our propellers. And from there on, we had no control. We was at the hands of the weather then, and the tide, and the coral reef. Les jours suivants, les hommes déchargeaient le LST, tandis que d'autres vaisseaux tentaient de le tirer hors du sable. Après 6 semaines d'efforts pour le sortir de la plage, le LST était évacué et abandonné. Une carcasse de plus de 100 mètres de long, qui pendant 50 ans restera une plaie pour qui verra Clipperton. Les Américains avaient perdu un bateau et 5 engins de débarquement. Ils avaient toutefois sauvé leurs munitions et leurs vivres. There was enough equipment and materials in there to build a weather station. We also had 500 barrels of high-octane gasoline, aviation fuel, 2,500 pounds of dynamite, 80 tons of ammunition, and a full load of diesel fuel. Un régiment du génie bâtit donc une station météorologique. En l'espace de quelques jours, elle transmettait 4 rapports quotidiens sur le temps qu'il faisait sur l'île X. It was still a top secret deal, but it was starting to leak out that it wasn't top secret by then. La nouvelle de l'occupation de l'île arrivait aux oreilles du général de Gaulle, qui dépêchait un représentant sur Clipperton pour voir ce qu'il s'y passait. Le duc de Caraman était un jeune attaché diplomatique auprès de l'ambassade de France à Mexico. L'ambassadeur était très préoccupé par les événements qui se produisaient en France, et donc il m'avait demandé pour cette raison de m'occuper de cette affaire qui venait d'être signalée, que les Américains avaient débarqué à l'île de Clipperton. Ce n'est que quand je suis retourné à l'ambassade, j'ai parlé avec M. Garraud-Dombasle, mon ambassadeur, qui m'a dit, écoutez, carrément, je crois qu'il est temps que vous preniez des dispositions pour voir si et dans quelles conditions on pourrait envoyer une mission et faire le nécessaire pour mettre le drapeau français, parce que c'est une île qui est effectivement territoire français. C'était purement symbolique. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, mais enfin, de toute façon, c'est pas mal qu'on plante leur drapeau. S'ils veulent planter leur drapeau, pour montrer qu'ils sont encore en possession de l'île et qu'on ne l'oublie pas. Ce qu'ignorait Jean de Caraman était que le président Camacho s'en tenait aux accords passés avec le président Roosevelt à Monterrey, c'est-à-dire d'empêcher quiconque d'aller sur l'île. Et de ce fait, à ce moment-là, nous avons été informés aussi qu'il y avait une interdiction au bâtiment de se rendre à Clipperton. Malgré cela, on a décidé de se rendre, que l'équipage prendrait la mer à telle date. Le jour est arrivé où ils sont descendus à Acapulco, ils sont montés à bord et tout le monde a été arrêté. Et de ce fait, le bâtiment ne pouvait pas se rendre à Clipperton. Charles de Gaulle fut offensé par le comportement de ses alliés américains et britanniques, mais il ne pouvait pas y faire grand-chose. En février 1945, Staline rencontrait Churchill et Roosevelt à Yalta pour décider de l'avenir du monde. Pour éviter une nouvelle détérioration des rapports avec le général de Gaulle, Churchill et Roosevelt décidaient de reporter jusqu'à l'après-guerre toute discussion sur Clipperton. Hélas, le président Roosevelt mourait 2 mois plus tard.
En juillet, la marine américaine évacuait Clipperton, laissant derrière elle des tonnes d'équipements et de munitions. La guerre finie, la France réaffirmait sa propriété de l'île, une île à nouveau abandonnée aux crabes et aux oiseaux les fous. Personne ne chercha à réparer le phare, ni à se débarrasser de l'épave et des débris. Seul souvenir que l'homme laissait à Clipperton. Cela fait plus de 500 ans qu'Alvaro de Saavedra découvrait cet atoll et le nommait Médanos. Cela ne fait que 72 ans que l'île est française, un statut toujours contesté par le Mexique. La Isla de la Pasión es una herida no cicatrizada en el alma de los mexicanos. Es un episodio de nuestra vida nacional que todavía no concluye. Es un ejemplo de patriotismo por los mexicanos que murieron en esa isla, mexicanos y mexicanas y niños, por salvar un pedazo de roca en medio del océano. En México estamos convencidos de que el arbitraje fue malo, fue interesado, fue sesgado. Pero ahí está el arbitraje. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo revertir esta decisión tan injusta en contra de México? Si le Mexique se réveille maintenant, je crois que la seule chose qu'il puisse faire, c'est essayer d'obtenir un accord de la France. Mais je crois vraiment que sur le plan strictement juridique, il ne peut pas espérer sérieusement récupérer Clipperton par des moyens juridiques. Yo lo que creo es que una injusticia no puede ser eterna. Nos resulta muy claro a todos que ahí hay una injusticia y que el árbitro actuó maliciosamente. Yo creo que la negociación es el único camino. On peut toujours refaire un nouvel arbitrage si la France en était d'accord. Pourquoi pas? En disant, mais on considère que compte tenu des faits nouveaux, il faut le rejuger. Ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait peut-être permettre aux deux pays de se mettre d'accord sans trop de frais. À l'écoute de ces suggestions, on peut se demander quelle est la valeur aujourd'hui de cette île et pourquoi la France refuserait de la céder. Et la France ne voudra pas pour des raisons, je présume, pour des raisons d'intérêt économique, pas du tout stratégique, ça n'a aucune importance, Clipperton maintenant, mais d'intérêt économique parce qu'on a autour une mer territoriale ou économique qui intéresse potentiellement les Français. Entonces, es simplemente una situación de prestigio. El prestigio cuenta mucho en la mentalidad francesa. El orgullo nacional, y lo entiendo porque nosotros somos igual, pero ahora tendríamos que encontrar una fórmula civilizada y amistosa entre Francia y México, pues para a lo mejor regir conjuntamente la isla. Ils ne peuvent que se mettre d'accord, et par accord ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, y compris la France renoncer à Clipperton. Siempre hemos sido espléndidos amigos de Francia y le tenemos cariño enorme, de allá nos vienen instituciones, ideas, modas, gustos. Nos gusta mucho Francia, pero no nos gusta que esté en Clipperton. Clipperton sera-t-il ou pas restitué au Mexique? Seul le temps le dira. Certains ont suggéré une administration commune, d'autres la création d'une zone internationale comme l'Antarctique. Une chose est certaine, il faut y préserver la nature et la protéger. L'île de la Passion n'est pas un habitat pour l'homme. Mais si dans la quiétude d'un soir vous prêtez l'oreille, vous entendrez encore la voix lointaine des hommes, des femmes et des enfants qui y vécurent et y perdirent la vie. Dans la ville de Orizaba, on se rappelle toujours leur sacrifice et on l'honore encore.
Thank you.